Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission. J'en veux encore à ceux qui m'ont harcelé. Je me suis déjà moqué de quelqu'un. J'ai déjà pensé à me suicider. Je me sens coupable. 20. C'est en moyenne le nombre d'enfants qui se suicident chaque année à cause du harcèlement scolaire qu'ils subissent. Avez-vous déjà mangé seul à la cantine? Est-ce que vous vous êtes déjà fait bousculer par d'autres élèves? Avez-vous déjà menti pour ne pas aller à l'école? Ces questions font partie de la grille d'auto-évaluation distribuée à tous les élèves à partir d'aujourd'hui, le 9 novembre. Entre 5 et 10% des élèves scolarisés seraient victimes de harcèlement scolaire. Pour le cyberharcèlement, c'est beaucoup plus élevé. 28% des élèves déclarent avoir été victimes d'insultes, de diffamations, de rumeurs ou de photos. Au moment où on publie cette vidéo, c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors nous aussi, on a voulu s'emparer du sujet et donner la parole aux concernés. 5 d'entre vous sont venus parler de leur expérience liée au harcèlement scolaire dans notre studio. En réalité, vous avez été des centaines à nous faire parvenir vos témoignages sur notre compte Instagram. C'est un nouveau format qu'on lance avec vous. Un format dans lequel on va traiter des sujets de société qui vous concernent. Donc pour être les prochains à participer à ce format, ça se passe sur notre compte Instagram. On compte sur votre bienveillance dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît et que vous voulez en voir d'autres du même genre, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Ça aide beaucoup la chaîne. Je suis une victime. Non. Je suis pas une victime. Tu vas expliquer pourquoi t'es pas une victime? Ouais, le mot il est trop fort. Le mot il est beaucoup trop fort. À l'époque, je réalisais pas le fait d'être une victime. Alors aujourd'hui, devoir admettre que je l'ai été, c'est pas possible. Je me présente, je m'appelle Raphaël Zerbib, j'ai 25 ans et ça a duré entre mes, je dirais, 6 ans et jusqu'à ma fin de troisième. J'ai pas spécialement d'appréhension. Ça a été le cas avant que j'arrive à cet échange-là, de me dire, en fait, c'était plus un débat avec moi-même, de me dire, est-ce que c'était pas moi qui étais coupable? Mais aujourd'hui, vis-à-vis des autres, c'est plus comprendre le mécanisme soit de défense, soit d'attaque de chaque personne que j'avais en face de moi. C'est quelque chose que je peux pas concevoir, de me dire j'ai été une victime d'harcèlement scolaire. J'en ai subi, mais j'ai pas été victime. C'est essentiel de se reconnaître comme victime et c'est essentiel en fait que la honte change de camp. Et c'est l'idée de se sentir coupable en fait. La victime souvent elle est un peu sidérée et elle n'a pas l'impression de mériter le respect des autres parce qu'à cet âge-là, vers 12 ans, eh bien notre seule envie c'est d'être intégré par le groupe. Donc quand on est rejeté, c'est hyper violent et on a l'impression finalement que c'est de notre faute. Ouais, et puis en même temps, moi je dis en fait, c'est à la fois il y a la notion de être victime de la trace que ça laisse. En fait, finalement, je crois que quand on est victime, notamment de harcèlement scolaire, ça laisse une trace à vie après, avec laquelle on apprend à vivre finalement. Et en même temps, je suis plus victime aujourd'hui, mais j'ai toujours ça fait partie de moi en fait, de cette définition de qui je suis aujourd'hui. Hugo Martinez, j'ai 24 ans, je suis président de l'association Hugo. J'ai été victime de harcèlement pendant près de 12 ans, de à peu près l'âge de 6 ans, grande section CP, jusqu'à la fin de ma scolarité, sous différentes formes, harcèlement physique, verbal, et cyber également, et harcèlement social. Je m'appelle Vadim. Et donc? Vadim la victime. Waouh. Tu saisis ou pas? Ah ouais, c'est dur. Tu saisis ou pas? Ouais, Moi, c'est dur, on me dur. faisait vraiment passer, sans vouloir être vulgaire, comme vraiment une merde, mais vraiment une petite merde qui doit rester à sa place, qui doit la boucler et qui doit continuer à subir des choses. Donc moi je m'appelle Vadim Boyer, j'ai 19 ans, je suis actuellement en études de droit dans l'université Paris-Saclay, au campus d'Orsay. J'ai eu ma phase de harcèlement dès la 6e et une phase de cyberharcèlement au lycée. J'ai accepté de venir aujourd'hui parce que je revis encore mes scènes de harcèlement, encore aujourd'hui alors que ça va faire plusieurs années. J'aimerais qu'on réponde à mes questions. J'espère avant tout avoir le plus de réponses possible, histoire de relativiser sur le fait que c'est pas un monde de méchants, on n'est pas dans un monde de malfrats et que j'espère qu'il y a du bon aussi chez ces gens-là. J'ai des idées très arrêtées vis-à-vis des harceleurs. J'espère qu'ils n'ont pas eu à traverser des problèmes, notamment à la maison, et qu'ils n'ont pas eu à se défouler sur nous en guise de représailles. Ça me frustre encore énormément aujourd'hui, d'autant plus que je n'ai presque jamais pu rendre les coups en fait. Et je pense que si j'avais eu le courage dès la 6e de mettre un coup de boule au premier qui me traitait de victime, je pense qu'on m'aurait foutu la paix depuis longtemps. Et c'est même pas sûr. Parce qu'on m'a dit, ouais, rends les coups, tu vas voir ce qui va se passer. Moi, on hein. me disait justement, non, rends pas les coups. On m'a un peu éduqué comme un paillasson, en fait. Moi, je les ai rendus et pourtant, ça n'a rien changé. Ouais. Ça reste la vie. Au contraire, ça fait une escalade de violence qui va encore plus loin et donc la prochaine fois sera encore plus violent qu'avant. Tu vois. Ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux qui nous ont fait du mal. Donc voilà, mais c'est vrai que être victime, c'était une insulte. On me traitait de victime
alors qu'au final, t'avais rien fait. Enfin, vraiment, c'était gratuit, quoi. Alors, je m'appelle Mathilde Louis, j'ai 25 ans. J'ai commencé à être harcelée en 6e et ça s'est vraiment arrêté en terminale. J'aimerais comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un harceleur quand il a harcelé, pourquoi il s'est mis et s'il regrette aujourd'hui, comprendre s'il y en a qui sont vraiment profondément méchants, s'il y en a qui sont juste bêtes, si c'était l'effet de groupe, s'il y en a qui sont malades aussi et si vraiment ils regrettent s'ils ont des remords et s'ils ont arrêté aussi. Moi, je tiendrais à ajouter un truc. Moi, j'ai été oppresseur et oppressé en même temps. Je me considère comme victime aussi bien en tant qu'oppresseur et en tant qu'oppressé. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, reconnu des codes que je reproduisais naturellement. Dans ma tête, c'était oppresseur, oppressé. Et il n'y avait que 2 camps. Et dans le meilleur des cas, tu étais dans l'oppresseur et dans le pire des cas, tu étais dans l'oppressé. Du coup, je m'appelle Vincent Cochet, j'ai presque 24 ans. J'ai fait subir de l'harcèlement dans mon premier collège et j'ai été harcelé dans mon second collège. La partie harcelée, j'ai pu la régler avec moi-même. La partie harceler quelqu'un d'autre, j'ai pas pu la régler. J'ai pas pu prendre contact avec la personne à qui j'ai fait subir du harcèlement au collège. Et pour moi, c'est un exercice pour faire avancer les choses, pour trouver des potentielles solutions, de discuter. Ça se passait bien à la maison? Non. Non, ça se passait pas bien, mais... Enfin, En conséquence de ce harcèlement ou avant même, enfin, Oui, quand t'étais dans ton premier collège. quand j'étais harcelé ou quand j'étais harceleur? Harceleur. Quand j'étais harceleur, mes parents étaient en divorce très difficile. D'accord. Et du coup, j'étais un enfant violent, beaucoup au primaire. Bon, ça s'est calmé de les années en années. Bienvenue au club. Mais du coup, ouais, enfin, j'étais dans une ambiance violente et les rapports humains, j'entrevoyais une certaine violence. Ouais. C'est pas une fatalité, mais c'est vrai que quand on est mal et quand notre contexte de vie est violent, on peut être amené, nous aussi, à produire de la violence, un peu comme pour se décharger et gérer sa frustration. Les personnes que tu as harcelées, c'était pas possible pour toi de les laisser tout simplement vivre. Tu avais vraiment besoin de leur faire subir. C'était un défouloir pour toi par rapport à ce qui se passait à la maison. Non, franchement, même pas. Hein. Même pas, c'était... Je sais pas. Le gars en question, il avait des comportements sociaux assez étranges. Enfin, il n'était pas intégré socialement. Et je ne reproduirai pas ce que j'ai fait à l'époque, mais c'était une façon pour moi de lui montrer qu'il y avait certaines choses qui allaient pas pour le groupe. Mais ça t'a empêché de vivre. Non, mais c'est pas une question de... Moi, je pense que quand on est enfant, on fait des choses assez instinctivement. On n'a pas le recul que là, actuellement, on est adulte. On réfléchit à l'après, on mesure nos actes, etc. Au collège, on sort du primaire. Primaire, on pense qu'à jouer. On est des êtres primitifs, instinctifs. J'en veux encore à ceux qui m'ont harcelé. Moi, je leur en veux encore parce que ça a laissé de très profondes séquelles, plusieurs années de thérapie. Ça a détruit ma famille, enfin, ça a fait beaucoup de mal à ma famille. J'ai des troubles du comportement alimentaire pendant 3-4 ans, c'était l'enfer. Je me faisais vomir pour être mince. J'ai des troubles anxieux encore actuellement. En fait, on me dit c'est du passé. Mais c'est pas vrai, enfin, ça nous suit continuellement. Et une fois, j'avais croisé une copine des filles qui me harcelaient au collège. Et elle m'avait dit « Non mais Mathilde, c'est du passé, passe à autre chose. Maintenant, mes copines, c'est des agneaux. » Et moi, j'ai trouvé ça indécent parce que je me suis dit « Mais en fait, c'est trop facile de demander à une personne de passer à autre chose quand toi, t'as rien subi en fait. Ou t'as peut-être subi des choses. Mais c'est trop facile en fait, c'est pour te déculpabiliser. Et c'est facile de dire qu'il faut pardonner, mais quand t'as jamais demandé pardon, quand tu sais même pas si les personnes qui t'ont fait ça s'en sont rendues compte, tu sais même pas si elles regrettent, si elles culpabilisent. En plus, il y en a qui pensent qu'elles étaient dans leur bon droit et qu'elles avaient raison. Bah, je suis désolée, c'est pas facile de passer à autre chose et d'aller de l'avant et de pas leur en vouloir. En 6e, je me souviens très bien, il y avait toute une classe, mais toute une classe entière. Il n'y en avait pas l'un pour rattraper l'autre, qui s'en prenait à moi. Et ensuite, arrivé au lycée, j'ai subi un accident sur la voie publique qui a failli me coûter la vie. Et quand je suis sorti de ma rééducation, donc je devais faire ma rééducation, marcher, etc., je côtoyais un groupe de personnes plus âgées que moi
pendant un bon mois. Et un mois après, j'ai appris qu'ils avaient fait un groupe dans mon dos sur Snapchat qui s'appelait Groupe Anti-Vadim. C'est pas fini. Groupe Anti-Vadim, qui consistait à m'esquiver, à se foutre de ma gueule, et ils ont fait des montages sur moi. Alors qu'ils savaient parfaitement la nature de mon accident et qu'ils savaient parfaitement d'où je sortais. Je me suis toujours senti faible par rapport à ces gens-là. Je me suis toujours dit, si je les recroise, je leur casse un truc. Ben, moi vraiment, j'ai pris toutes les options possibles dans ma vie, sauf la violence. Et au final, celui qui a la haine et qui est rancunier, c'est moi derrière. Je crois qu'au contraire, la violence n'arrange rien parce que ça nous fait devenir nous-mêmes victimes. Et je crois que c'est vraiment le pardon qui va aider à aller mieux. Et pardonner, finalement, c'est se libérer soi-même. Pas forcément faire un cadeau à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Je leur en ai voulu pendant longtemps, que jusqu'à aujourd'hui, il y en a un que je pourrais croiser, même si je le croise tous les jours et qui me dit bonjour tous les jours et qui me demande comment ça va et que bref, c'est pas de la haine que je ressens, c'est juste de l'indifférence et de l'ignorance et je n'ai aucune envie d'avoir ces personnes-là dans mon entourage à moi. Tu vois. Il y en a une en particulier. Je me suis déjà moqué de quelqu'un. Oui. Oui, je me suis déjà moqué de quelqu'un et aujourd'hui, j'ai une équipe de copains où on est rentré dans cette politique on peut se charrier sur tout tant que ça reste bon enfant. Tant qu'on reste dans les valeurs de lui c'est mon ami et on va pas aller sur des terrains qui vont nous faire atrocement mal. Justement, par rapport à tout ce que j'ai vécu, moi, pendant près de 12 ans, je me suis bien rendu compte à quel point, en fait, même des phrases qui peuvent, pour la personne qui va se moquer, en fait, même si pour cette personne-là, ça paraît pas grand-chose, ça paraît insouciant, ça paraît en fait neutre et pas d'impact. En fait, déjà, il peut y avoir l'addition de toutes ces petites réflexions qui font le harcèlement, parce que c'est ça, hein, le harcèlement, vraiment, c'est l'addition de ces toutes petites choses. Et puis moi, je crois qu'en fait, plus globalement, vu que je sais ce vers quoi ça m'a mené, aujourd'hui, moi, de me moquer de quelqu'un, en fait, je pense que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, en fait. Et donc la charia, t'es contre de base. Ah bah clairement, ouais. Mais c'est hyper important dans la vie de tous les jours. Non, Non, attention. Quand ça reste bon enfant et bienveillant. Le Second degré. Second, troisième, quatrième, vraiment. Millième. Pas aller taper sur quelque chose. Par exemple, si demain je sais que j'ai un copain, j'en sais rien, moi il a une tache au milieu du visage, je sais qu'elle le dérange, je vais pas aller me foutre de la tache au milieu de son visage, ça n'existe pas. Rien que là, encore récemment, j'ai croisé un mec par hasard en Espagne qui s'était embrouillé avec mon petit frère un jour, ou bref, j'avais mal terminé un soir en boîte, j'ai fini un peu KO. Et je l'ai attrapé et je sais que ce jour-là, mon frère, il l'a blessé au plus haut point parce qu'il avait une voix qui était un peu particulière et je me suis excusé pour mon petit frère parce que je sais qu'à ce moment-là, c'était allé trop loin. Même si mon frère, dans sa tête à lui, et je le connais, c'est mon petit frère, il est dans ce style de chariade, nos limites, il n'y a pas de problème, de toute façon, on s'en remettra, c'est pas grave. Bah, j'ai quand même ressenti le devoir et le besoin de m'excuser auprès de ce mec-là, tu vois. Les moqueries, charrier quelqu'un, ça peut se faire de façon gentille, bienveillante, quand c'est quelqu'un de connu, quelqu'un de proche, où on sait ce qu'il touche et ce qu'il touche pas. Ouais. C'est une forme d'autodérision à pratiquer sur soi-même, d'accepter qu'on n'est pas parfait et que les autres peuvent nous tacler sur certaines choses sans forcément. Tant qu'il y a une bonne intention derrière, que c'est gentil et que c'est un espèce de ping-pong et bon enfant. J'ai reçu des messages haineux. C'était par Facebook ça a commencé en fait. C'est violent, ça. Comment? Ça, c'est violent, ça. C'est violent, ouais. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ça a commencé avec une vidéo qui a été prise quand on a fait un voyage scolaire en Espagne. On est parti en bus. Et à l'aller comme au retour, je ronflais et j'étais filmé mon insu en train de ronfler en fait. Et on rentre, machin, etc. Et puis moi, j'habitais dans ce petit village où il y avait mon école-collège. Et donc, c'est vrai que finalement, moi, je voyais des gens dans la rue, même du collège d'en face, en fait, collège public, j'étais en collège privé, qui, en fait, en me voyant, se mettaient à rire, en fait, et je comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'étais pas sur Facebook. Et en fait, de fil en aiguille, en menant l'enquête, en créant un faux compte Facebook avec mes parents, enfin bref, vraiment en allant très loin, on s'est rendu compte qu'il y avait ces deux vidéos-là qui tournaient. Et donc du coup, personne n'a été inquiété dans mon collège à ce moment-là. Et l'année d'après, mes parents ont déménagé et on a changé d'établissement. Mais en fait, c'était une trentaine de kilomètres. Et en fait, la vidéo avait tellement circulé qu'elle était déjà circulée dans ce nouvel établissement qui pourtant était 10 fois plus gros. Il y avait, je crois, 10 classes par niveau, etc.
Et donc en fait, moi qui espérais beaucoup de ce changement d'établissement pour tourner une page, finalement, en fait, je suis reparti à zéro. En fait, je suis reparti sur le même schéma, harcèlement, etc. Et là, le cyberharcèlement, c'est presque industrialisé avec des groupes Facebook. Quand on parlait tout à l'heure, tu vois, par exemple, où t'es pas dedans, en fait, et on se moque de toi. On fait des photomontages et on t'envoie dans un groupe où là, tu es dedans, ces photomontages avec un groin de cochon ou autre, etc. Voilà, c'est ce genre de choses-là que j'ai eu, tu vois, ponctuellement, en fait, enfin, régulièrement. Juste pour la vidéo des gonflements, j'ai une question. Aujourd'hui, tu ne l'accepterais pas? D'avoir une vidéo de ce type? Ouais. Non. Je sais pas toi, mais sur vous trois, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un acharnement Extrascolaire. extrascolaire. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle de harcèlement scolaire, mais même le terme de scolaire est pas toujours pertinent, puisque le cyberharcèlement est une continuation d'un harcèlement qui peut commencer à l'école, mais qui souvent va se continuer en dehors de l'école. On n'a pas forcément énormément de formation sur la question du cyberharcèlement. Il y a des choses dans les programmes scolaires à destination des élèves. C'est pas très mis en avant. Les professeurs documentalistes sont les spécialistes de ce sujet, mais ils n'ont pas d'horaire de cours avec les élèves, donc ils ne peuvent pas toujours faire passer les informations et les bons réflexes aussi à avoir. Moi, on m'a menacé de mort. Hein, donc, Waouh. Ouais. bah, j'avais tenu tête à une fille d'un groupe de peste. J'avais appris, en fait, elle m'avait traité de grosse alors que moi, je faisais 45 kilos à cette époque, que j'étais en plein trouble alimentaire. Et du coup, moi, ça m'avait pas plu, donc on a eu une altercation pendant le lycée. Je lui ai tenu tête et ça n'a pas plu à ce groupe de filles que, enfin, je me taise plus. Et elle m'avait envoyé un message où elle m'avait menacé de me détruire, de me tuer, de faire de ma vie un enfer, que c'était elle et ses copines qui avaient le pouvoir dans le lycée. Alors que dalle en vrai. Tu sens les meufs frustrées quand même. Ah ouais. Tu Et sens pas. Elle avait Là, pas supporté que je lui tienne tête. Et c'était la première fois en fait, parce que tout le monde se taisait, tout le monde se taisait. Et voilà. Donc ouais, c'était de l'acharnement. Il y avait un groupe de classe en troisième. Les gens se moquaient de moi sur le groupe de classe. J'ai appris aussi que sur Twitter, il y avait une photo de classe de ma classe qui avait été postée et tous les mecs avaient dit que j'étais une vieille meuf. Et aussi, j'avais des gens qui postaient des photos de moi sur Facebook, qui les gens disaient Mathilde Laconne ou horrible. Et après aussi, j'avais des messages de garçons qui me demandaient de montrer mes seins et qui me disaient que j'étais grosse et que j'étais moche. Enfin, c'était paradoxal en fait. Donc, c'était un peu de tout, quoi. Mais c'était, ouais. Ouais, mais du coup, c'est important de contextualiser le harcèlement, parce que moi, par exemple, le gars à qui j'ai fait des misères au collège, c'était pas de cet acabit-là. Hein. C'est pas forcément cet acabit-là non plus. Tu sais que, enfin, ouais, le harcèlement, à partir du moment où c'est répété, on parle de harcèlement. À partir du moment où il y a quelque chose, enfin, souvent, les gens disent. Enfin, ouais, à partir du moment où il y a vraiment quelque chose de répété, Oui, voilà. c'est Mais- du harcèlement. Bien sûr, non, mais c'est pas que je suis en train de me dédouaner. Je le reconnais en tant qu'harcèlement, mais je l'ai jamais. Enfin, là, vous me parlez de pression constante. Ouais. Vous voyez, enfin, on vous lâche jamais. Non. Donc, on vous fait vivre un enfer. Ouais, c'est ça. Et Toi, au moins, t'as le mérite de le faire en face, parce que c'est Ouais, voilà, tellement c'est plus ça. simple de le faire derrière un écran. Ah tu vois. bah, ouais, d'ailleurs. ouais, je comprends même pas en fait L'utilité. l'utilité. C'est ouais. plus discret. Bah, t'avais la boule au ventre en allant au collège, t'avais la boule au ventre en rentrant du collège, tu savais pas ce qui avait été posté. Et t'avais plus envie d'y retourner. Tu savais pas ce qui t'attendait non plus quand tu pénétrais dans la cour, donc moi j'étais Et, en stress permanent et... Tu vas te réfugier dans des endroits comme le CDI par exemple, parce que tu sais que là-bas personne va t'emmerder, tu vois. Moi, quand j'étais dans ce collège, là, donc en quatrième, là, donc moi, le midi, je mangeais pas. En fait, vu que je me suis réfugié sur la nourriture, mes parents m'ont dit, bah, en fait, non, tu mangeras plus à la cantine, tu mangeras à la maison, en fait, puisque j'habitais à côté. Et en fait, le midi, en revenant, je savais, à partir du mois de, en gros, octobre-novembre, il y avait un rituel. Et en fait, tous les midis, quand je revenais, il fallait que je revienne un quart d'heure avant la fin de la pause. Il fallait que je me rende dos à un mur, qui était bien identifié. Et en fait, je savais que chaque midi, il y avait un groupe classe qui se mettait autour de moi. Et il y avait un jeune qui sortait du groupe classe pour me frapper, en fait. C'était un rituel, en fait. Et ça, pendant de octobre jusqu'à juin, en fin de l'année. Et en fait, à tel point que c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les vacances, par exemple, je trouvais ça perturbant de ne pas l'avoir ces coups chaque jour, en fait. Et donc, ça me manquait. Ça devenait en fait addictif, cette violence-là, qui était vraiment quotidienne. Et je savais que j'allais au collège, je savais que chaque jour, j'allais me faire frapper. Et lui, ça disait rien. Non, parce que la seule fois où j'ai voulu me défendre, en fait, en mettant juste mes bras en croix devant moi, je me suis pris 3 heures de colle aussi. Ouais, la légitime défense est punie aussi. Ouais. Je peux comprendre ceux qui harcèlent.
je peux comprendre le harcèlement qu'il provoque. Par contre, de demander à un élève victime de harcèlement de se mettre à la place de son harceleur en disant en fait comprends-le et pardonne-le parce qu'il a ce contexte-là, non. Donc pas de pardon pour toi. Pas un pardon, mais comprendre le contexte. Prendre en compte le contexte en fait. Encore une fois, je pense qu'en fait ce sont des jeunes à qui on n'a pas appris qu'il y avait d'autres manières que la violence de s'exprimer, d'exprimer leur mal-être. En fait, C'est un problème d'éducation. c'est l'éducation, clairement. Moi, pour moi, sur ce sujet-là, sur le harcèlement scolaire, on n'a pas associé les parents assez en fait ces dernières années. Comment? Ah, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont profondément mauvaises et... Moi, je peux pas croire qu'un humain qui soit né Oh, si. avec Si. 2 parents censés, et je parle pas du cas du gosse qui a eu, qui est un déchet de la société. Vraiment, je parle d'un cas d'un enfant dans une école normale, avec des gens normaux. Et encore, je vais pas définir la normalité, mais un cadre de vie classique, entre guillemets. Ouais. Pas de parents à addiction, pas de parents à problème. Vraiment une éducation normale. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit foncièrement méchant. Pour en C'est avoir pas vu possible. passer, nous, tu sais, avec la sauce, on a accompagné plus de 200 000 familles. Donc, j'ai pu voir un peu le spectre de ce qu'il y a comme enfant. Je peux te garantir, ça fait froid dans le dos de voir qu'on a des gamins. En fait, je ne sais pas ce qui me fait le plus froid. Est-ce que c'est leur vice intérieur ou est-ce que c'est le fait qu'on les laisse comme ça en fait. À la fin, ils ont aussi une souffrance parce qu'ils souffrent en fait d'eux-mêmes, mais ils souffrent de ce vice qu'ils ont à l'intérieur, tu vois, cette pathologie-là. Mais ce qui me fait peut-être presque plus froid dans le dos, c'est de se dire qu'en fait, on les aide pas du tout. Et en fait, il y a des parents qui ne se rendent même pas compte parfois que leur enfant, en fait, Et il vient de là le problème d'éducation. Comment? Il vient de là le problème d'éducation. Je pense que c'est pas une question d'éducation, c'est une question de soin là du coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est je suis parent, je ferme les yeux sur le problème que a mon enfant, versus j'apprends à mon enfant de pas exprimer par la violence son mal-être. Je vous rejoins. Je pense qu'il y a des gens qui sont profondément méchants par leur parcours, etc. Mais Ils sont nés comme ça. ouais, parce que moi, du coup, dans mon contexte, ok, j'étais dans un contexte pas facile et tout, Ouais. mais je baignais dans l'amour. Ils m'ont donné une éducation quand même. Ils étaient même pas au courant en fait de ce qui se passait à l'école parce que T'as jamais été l'ars- convoqué? Hein T'as jamais été convoqué? Pour ça, non, jamais. Mais ils étaient pas au courant parce qu'ils s'en foutaient ou parce que tu Non, leur disais pas? c'est pas ça, c'est que C'est un des ça gros c'est problèmes. jamais venu Oui. à leurs oreilles en fait. Mais mon père a appris récemment d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu dans ses yeux qu'il ne le cautionnait pas. Ouais. Quand je lui ai dit ce que j'allais faire à Paris, il m'a dit « Ah, t'as harcelé toi au collège ?» Je suis désolé, je t'embête quelques secondes. Pense bien dans les commentaires à nous partager ton ressenti et ton vécu par rapport au harcèlement scolaire. Est-ce que toi aussi, tu as subi du harcèlement ou toi aussi, est-ce que tu as été harceleur ou témoin de harcèlement? Et toujours pareil, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je te laisse. Moi, je pense qu'il y a des gens vraiment profondément mauvais parce que le harcèlement, c'est quand même une infraction que tu fais souvent à froid. C'est une infraction continue, il faut le répéter. C'est pas une infraction que tu fais sous le coup de l'émotion. C'est pas un crime passionnel. C'est pas ta colère qui a monté d'un coup. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même quelque chose de continu. Et pour moi, il y a une volonté quand même délibérée de recommencer et de faire du mal. Et moi, je trouve que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont sadiques, qui ont vraiment aiment faire du mal. Il y a des personnes qui sont sociopathes, qui ne culpabilisent pas. Il y a des psychopathes qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et moi, pour parler des personnes qui harcelaient, il y avait tout un groupe de filles, et notamment 2 jumelles. Elles avaient une lueur dans le regard, elles tiraient du plaisir à faire du mal aux gens. Alors, quand elles se faisaient disputer par les profs, je me souviens, elles les regardaient mais d'un air mauvais et tout, mais vraiment, enfin, on aurait dit qu'il y avait le mal qui les habitait, je sais pas pourquoi. Et j'avais demandé à une de mes copines, mais elles ont vécu des trucs horribles pendant l'enfance et tout. Elle m'a dit, ah mais non, pas du tout, mais elles ont été aimées d'amour et tout va bien, elles ont jamais eu de soucis, elles les connaissaient très très bien. Il existe plusieurs causes en fait qui expliquent le harcèlement. Ça peut être un mal-être qui pousse à se défouler sur les autres. Ça peut être aussi un grand manque de confiance en soi et une façon de trouver sa place dans le groupe, c'est-à-dire que je harcèle pour pas être harcelé moi et pour finalement me donner une prestance, me donner un statut. Ça peut être également parce qu'on a subi des violences ou qu'on est dans un climat de mal-être et que c'est notre seule façon finalement de réussir à s'exprimer. Il peut y avoir effectivement certains cas, mais plutôt rares, où il est question plutôt de manque d'empathie et de ne pas se rendre compte finalement de l'effet produit sur la victime. Et donc ce manque d'empathie, ça peut amener à être dans des comportements un peu de violence ou de manipulation. Le dernier cas s'explique dans l'idée du développement, c'est-à-dire qu'à cette période de vie, le groupe est extrêmement important et toute différence individuelle va être perçue comme une menace. Moi j'ai du mal à croire qu'il y a des humains profondément mauvais et pour avoir suivi
suivi et à la fois des victimes dans mon cabinet et à la fois des harceleurs, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est une grande souffrance. En fait, ils ont plus de points communs qu'on pourrait croire. J'ai confiance en moi. C'était d'un pas assuré. Ah oui, oui, pas de... Bah moi j'avais très confiance en moi quand j'étais petite, j'étais vraiment bien dans ma peau. On m'appelait boucle d'or, j'avais des très bonnes notes. Cette année continue où t'entends que t'es moche, que t'es grosse, que tu mérites pas d'être aimée. Où on te tripote tout le temps, on dit que t'es grosse mais que t'es bonne, mais que... Et ben franchement, je pense que ça va être compliqué un jour de retrouver confiance en moi. J'essaie, hein, mais je suis complètement conditionnée et je sais pas un jour si j'aurai complètement confiance en moi. Il y aura toujours de la peur et beaucoup de doutes, hein. Donc voilà. La confiance en soi, ça parle des compétences. L'estime de soi, ça parle plutôt de la valeur qu'on se donne. Donc il y a vraiment les deux choses qui sont hyper importantes. Et pour avoir une bonne estime de soi, il faut déjà bien se connaître ses forces, ses faiblesses, ses failles, etc., les accepter et avoir aussi un regard compatissant, un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire accepter qui on est. Et à partir de ce moment-là, on peut ensuite développer l'estime de soi. Moi, j'ai gravi quelques échelons, on va dire. Avant mon accident qui m'a coûté un aller-retour à l'hôpital, j'avais des notes de merde. J'étais en seconde. Je me prenais la différence entre le collège et le lycée. Et je foutais pas grand-chose. Au final, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai eu mon bac de français avec 15 et 15. Mon bac avec mention et des félicitations derrière en terminale. Et même ça, je me fais quand même sentir comme une merde. Parce que justement, je n'ai jamais pu réussir à leur rendre l'appareil en fait. Moi, je me suis plus construit cette confiance en moi, entre guillemets, sur une base de si lui y arrive, pourquoi pas moi? Si lui il peut faire ça, pourquoi moi je peux pas le faire? Et je me suis obstiné dans cette logique de si lui il peut, moi je peux. Et il a fallu que je passe par des phases, mais ça veut dire que j'ai maigri une première fois, j'ai perdu 50 kilos, je les ai repris, je les ai reperdus. Et quand je les ai reperdus, il y a eu 2 ans de transition où ça a été, je suis passé donc du coup du fou, comme je t'ai dit, jusqu'à la personne sympa et qu'on aime bien. Un peu space quand même. Bah, space, oui et non, parce qu'aujourd'hui je suis plus considéré comme le mec qui va faire rire. Alors ouais, je suis un peu plus nerveux que les autres, je suis un peu plus... je m'emporte un peu plus vite, mais je suis entre guillemets, j'ai cassé les codes pour y rentrer. C'est-à-dire que mes codes à moi sont pas les codes des autres, mais on arrive à m'accepter avec ces codes-là. Et cette confiance en moi, je l'ai basée sur la façon de m'habiller, sur quand je me lève le matin, avec quelle détermination je me lève, et même les jours où j'ai la flemme. Un jour, je tombais sur une vidéo toute bête où je voyais, je sais pas qui c'est qui dit ça, c'est en anglais, et la meuf, elle dit comment est-ce que tu fais les jours où t'as pas confiance en toi? Bah, je fais semblant. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit ah bah en fait, je peux faire semblant. Il faut aussi remettre en perspective l'âge. On est quand même relativement jeune, on est en construction, et je sais pas, moi ça me... C'est pas quelque chose de périn, de définitif. J'ai déjà pensé à me suicider. Toi, c'était à quel moment, toi, Vadim? Ça a été récemment, ça a commencé au collège, au moment où j'avais une connaissance à moi qui avait des syndromes autistiques et d'attention et qui a passé à l'acte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire pourquoi pas moi en fait. Ok. Moi, ça a été en fait en milieu de première, j'étais déscolarisé. En fait, j'ai été emmené en centre hospitalier où je devais normalement perdre du poids. J'étais à plus de 120 kilos. Donc au milieu de première, ouais, complètement déscolarisé. On avait des cours un peu. J'étais dans une classe où il y avait à la fois des élèves de CM2 et en première, donc c'était un peu bordel. Et en fait, c'était un centre pour tous les troubles du comportement. Donc il n'y avait pas que les troubles du comportement alimentaire, il y avait des personnes à la fois schizophrènes, enfin, des jeunes, c'était que des jeunes schizophrènes, des jeunes bipolaires, il y avait tout. Il y avait même narcoleptiques. Et en fait, ce mood-là, en fait, ça m'a clairement miné, en fait, clairement. Et j'ai pas réussi à comprendre pourquoi en fait, moi j'étais là en train de souffrir pendant que ceux qui me harcelaient étaient en fait tranquilles finalement. Et il y a eu plusieurs fois, en fait, pourtant c'était des fenêtres avec des barreaux, etc. Et je me souviens toujours, en fait, ce moment-là, en fait, on parlait tout à l'heure de passion. Il y a eu un moment, parmi une des fois où j'ai voulu en fait mettre fin à mes jours. Donc je faisais avec soit des
des bouts de chiffon que j'accrochais soit au barreau du lit, soit au barreau de la fenêtre. Et en fait, il y a une fois, j'étais en train de préparer ça et en fait, il y avait le téléphone, il y avait un téléphone pour tout le monde en fait, un téléphone en commun. Et en fait, c'était l'équipe de tournage tout à l'heure quand on en parlait justement, les deux acteurs principaux qui m'appelaient pour faire un point en fait. Et je pense que s'ils n'avaient pas appelé, je pense que peut-être que je ne serais peut-être pas encore là ici aujourd'hui debout. La majorité des jeunes qui subissent du harcèlement peuvent avoir des idées suicidaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que le harcèlement, c'est un mécanisme de groupe. Il y a 3 entités. Il y a la victime, le harceleur, mais il y a également le public. Et ça marche que s'il y a ces 3 entités-là. Si on en enlève une, ça ne marche pas. S'il y avait que le harceleur et que la victime, ça s'arrêterait très rapidement. Mais comme il y a un public pour regarder, et que souvent ce public, soit il a peur d'être harcelé, donc il dit rien parce que c'est toujours mieux que ce soit quelqu'un d'autre plutôt que soi qui subisse cette violence, soit ça les fait rire aussi, ils ont envie d'être intégrés, envie de paraître cool, envie d'être intégrés par les personnes qui harcèlent, et donc vont en rajouter. Mais dans les 2 cas, c'est quelque chose qui va entretenir ça, et donc la victime, elle se sent seule contre absolument tout le monde, et généralement, elle n'ose pas en parler. Donc la première chose à faire, c'est vraiment briser le silence, et c'est pour ça que je trouvais que ces jeunes étaient extrêmement courageux d'avoir osé raconter leur histoire, parce que ça peut permettre à d'autres jeunes, finalement, d'en parler également. J'ai porté plainte. Non. Tout est dit, hein. Avec une parente, elle est déposée une main courante, en fait, à la gendarmerie locale. Et en fait, on a appris plusieurs mois, années plus tard, en fait, qu'il n'a jamais enregistré, en fait, le gendarme en question, il n'a jamais enregistré la main courante. Et en fait, c'est à la fois pour cette espèce d'injustice et à la fois sur le fait que quand j'ai créé l'asso, la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas le motif harcèlement scolaire. On ne pouvait pas aller porter plainte pour harcèlement scolaire. En fait, c'est pour toutes ces raisons-là que moi, je me suis engagé. En fait, et pendant presque 6 ans, je me suis battu pour qu'il y ait un délit de harcèlement scolaire. En fait, jusqu'à mars 2022, il n'y avait pas de délit. C'est-à-dire qu'en fait, le harcèlement scolaire, ce n'était pas interdit par la loi. Maintenant, c'est interdit. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que les harceleurs, en fait, ils sont hors la loi. Bon, moi, c'était pas assez. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai pas mal vécu mon harcèlement, moi. J'en ai retiré des leçons. J'ai vu que ils avaient pas totalement tort. Il y avait des choses que j'avais à changer. Après, je précise, on n'est pas dans les mêmes histoires. Et moi, j'en suis limite reconnaissant parce qu'ils m'ont permis d'évoluer sur certaines choses. J'étais en surpoids, j'ai perdu du poids, j'ai fait des adaptations. Socialement, je voyais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas avec les autres. J'ai voulu les changer, les adapter. Je pense que n'importe quelle expérience avec beaucoup de recul et beaucoup de travail sur soi et peut-être l'aide d'un professionnel de la santé mentale peut être vue de façon positive parce qu'il y a forcément des choses qu'on en a appris et des compétences qu'on a développées grâce à ça. Mais on ne peut pas dire que le harcèlement, c'est une bonne chose. Cette personne, certainement, a fait un travail sur elle et a réussi à activer des ressources et à voir du positif dans son parcours, mais pas dans le harcèlement. Moi, je suis plus dans cette optique-là aussi, moi. Ouais, Je mais suis plus dans ce développement-là. c'est plus à eux de vous accepter qu'à vous de changer pour eux et pour qu'ils vous acceptent. Ça dépend ce que tu changes. Il faut faire partie du groupe aussi. Il faut en faire une force, c'est surtout. Clairement. Oui, mais ça dépend ce que tu changes, en fait, parce que moi, j'ai changé tellement de choses. Mon poids, ma façon de vivre, j'ai changé ma façon de réfléchir, ma sensibilité, j'ai dû travailler là-dessus. Et au final, ouais, ce qu'ils disaient, c'était dur et c'était méchant et ça n'avait pas été dit. Mais au final, aujourd'hui, s'ils ne me l'avaient pas dit, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Tu vois. Et ça m'a construit sérieusement. Si j'étais pas passé par là, j'aurais jamais été la même personne aujourd'hui. Bah moi je regrette de pas avoir porté plainte parce qu'à l'époque il y avait des faits qui étaient déjà des délits, hein. Les agressions sexuelles, j'aurais pu porter plainte, je pense. Parce que c'était quand même en continu, c'était groupé et c'était récurrent en fait. Donc, mais les seules fois où j'en avais parlé à l'infirmière du collège, elle m'avait dit que je prenais trop à cœur et que c'était l'âge bête. Du coup, je pensais que c'était normal. Alors, il y a des formations sur le harcèlement, mais tout le monde n'a pas été formé très loin de là. Moi-même, je n'ai jamais reçu de formation sur le harcèlement. Si ça va mal et si la première personne, le premier adulte à qui l'élève en parle lui dit « Oh, c'est peut-être pas si grave, tu exagères, etc. » L'objectif, c'est immédiatement d'aller trouver un autre adulte qui écoutera et qui recevra la parole d'une manière plus complète et qui prendra ça au sérieux. J'ai reçu de l'aide. Parents, proches, psy, profs. Ah ouais, carrément. J'ai eu, après cette pédopsychiatre, j'ai eu ma mère qui m'a fait rencontrer. En gros, c'était la mère d'un camarade de classe, tout simplement. Et elle était entre guillemets la psy de l'école, mais c'était pas du tout son diplôme. Elle avait fait
des études à l'étranger. Elle cumulait 30 ans d'études et une empathie envers l'humain en général qui était assez affolante. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a fait prendre conscience que j'avais le droit d'être beau, j'avais le droit d'être intelligent, j'avais le droit d'avoir une bonne mémoire, que tous ces trucs-là où je disais mais non, c'est pas vrai, bah, elle m'a fait comprendre que oui, et ça m'a donné, entre guillemets, ce qu'on appelle la confiance en soi. Ça a commencé en tout cas avec cette personne-là. Moi, depuis tout petit, je suis des psychiatres. Aujourd'hui, maintenant, je me soigne, j'ai une thérapie. Et après l'histoire du groupe, ce sont mes parents qui, à ma grande surprise, m'ont dit Vadim, faut que tu ailles porter plainte. Je leur ai dit non. Pour ne pas encore plus me créer d'autres problèmes dans la tête. Et parce que derrière, il y avait la culpabilité aussi. Parce que je n'osais pas me défendre, je me suis jamais défendu. Et je n'osais pas me défendre, surtout de cette manière-là. Surtout quand tu as un autre procès derrière, quoi. Moi, c'était un ami. J'avais un seul vrai ami dans le collège. Et il était nouveau, pareil que moi, Florian. Lui, il se faisait un peu bully aussi, parce qu'on était nouveaux, c'était à la fin du collège. Il se connaissait depuis la maternelle. Donc, entre guillemets, on n'avait rien à faire là. Et on a passé l'année ensemble. Et je pense que c'était bien plus facile que si j'étais tout seul. Bah, moi, j'étais allée voir l'infirmière au collège, comme je vous ai dit. Elle me disait qu'il fallait que je m'endurcisse, que c'était âge-bête. Enfin, elle avait justifié l'âge des garçons et tout, et que je prenais trop à cœur. Du coup, c'est quelque chose dont je parlais plus. Et après, c'était au lycée, j'ai ma prof de français et ma prof de physique qui avaient remarqué que j'avais beaucoup maigri et que j'avais l'air très blanche et tout. Et elles en ont parlé à mes parents, aux réunions parents-prof. Et ils ont décidé de me faire... ils m'ont proposé une thérapie ou l'hôpital, et donc j'ai choisi la thérapie. Et j'ai eu des super amis qui étaient aussi victimes de harcèlement, donc voilà, j'ai été très soutenue et je suis encore soutenue par mon copain actuellement. Voilà. Je me sens coupable. Yes. Moi, du coup... merci. Pour le côté harceleur, je suis partagé. Je suis partagé parce que c'est pas le même gabarit. Ce que j'ai pu faire, moi, de ce que vous me racontez, limite, moi, c'était bon enfant. Et du coup, là, actuellement, en tant qu'adulte, forcément, j'aurais dit à l'enfant, arrête ça, c'est franchement pas bien, tu nuis à une autre personne. Mais en même temps, j'étais un enfant et remis dans le contexte, franchement, je sais pas ce qui aurait pu être changé. Mes parents n'auraient pas pu changer grand-chose. L'école n'aurait rien pu faire. C'était tellement discret, tellement en sous-marin que... On n'a pas à mesurer les violences qu'on a eues, en fait, je trouve. Après, il y a certains cas qui sont plus hardcore que d'autres, mais le harcèlement, c'est du harcèlement. Oui, et puis je pense que c'est une question de vécu aussi, de ressenti. Surtout. Ce qu'on voit et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, les jeunes de plus en plus développent leur tolérance à la violence, en fait. Mais on n'a pas justement, en fait, on ne devrait pas en fait augmenter cette tolérance, en fait. À partir du moment où il y a une souffrance, il y a une blessure, voilà, ça devrait s'arrêter. Et c'est pas normal que les jeunes, mais je pense que c'est parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus, enfin même en tant qu'adulte, de plus en plus violente, de plus en plus agressive. Moi, je suis convaincu que l'école, c'est une loupe de la société, en fait. Et je crois que des fois, on aurait... Il y a quelqu'un qui disait, c'était Pythagore, et c'est assez drôle parce que Pythagore, quand même, est connu de tous les collégiens de France avec sa formule. Il disait, en fait, on se grandit à s'abaisser à hauteur d'enfant. Et en fait, je crois qu'on n'a pas assez ces dernières années, je trouve, quand je dis nous, c'est la société, on n'a pas mis assez d'intérêt, en fait, finalement, à ce que les enfants vivent et normalement, on devrait être un petit peu, justement, isolé de tous ces problèmes de la société. Et je crois qu'en fait, on a laissé rentrer, en fait, la société des adultes dans la cour des enfants. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a une violence qui est quand même phénoménale. On a des enfants qui supportent de plus en plus la violence et dès le plus jeune âge, qui sont exposés à une dureté quand même. Enfin, j'élargis le sujet, mais les infos en continu avec la dureté que ça représente, etc. Tout ça fait que finalement, on a une violence qui est de plus en plus grande dès le plus jeune âge et je trouve ça assez alarmant.
La violence est de plus en plus omniprésente dans la société et dans ce que voient nos élèves. Et c'est pas forcément lié à l'école, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de violence dans les cours de récréation aujourd'hui. En revanche, l'accès aux réseaux sociaux, l'accès à l'information en continu, à des vidéos qui sont parfois des vidéos très problématiques, ça, c'est devenu quasiment tous les élèves. Tous les élèves ont un téléphone portable, tous les élèves regardent des choses et tous les élèves échangent entre eux sur ces réseaux. Et du coup, oui, ils peuvent être confrontés à plus de violence et il y a une grande part du harcèlement aujourd'hui d'ailleurs qui n'a pas lieu dans la cour de l'école ou dans les classes, mais qui a en fait lieu sur les réseaux sociaux. Et cette part-là du harcèlement, nous, personnel de l'éducation nationale, on n'a aucun accès. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Moi, c'est l'inverse. Pour moi, on vit de plus en plus dans une société aseptisée. On veut interagir sur tout, on veut avoir un contrôle sur tout. Et sur ces choses-là, que ce soit l'encadrement, les professeurs, la CPE, etc., je pense qu'ils ne pourront pas avoir d'impact à ce niveau-là. Alors, les chefs d'établissement doivent assurer la sécurité à l'intérieur de leur établissement et un harcèlement, c'est quelque chose qui va contre la sécurité à l'intérieur de l'établissement. Donc, une situation de harcèlement avérée, documentée, peut donner lieu à des sanctions, peut même donner lieu à une exclusion définitive de l'élève harceleur. Il y a souvent moyen d'arrêter la situation de harcèlement à partir du moment où l'élève se confie à un adulte en lequel il a confiance. Ça peut être le CPE, ça peut être un enseignant, ça peut être un assistant d'éducation, ça peut être le personnel infirmier. Mais nous, on ne peut rien faire si on n'est pas au courant, en fait. Après, encore une fois, c'est le dosage. Il y a des harcèlements qui, moi, par exemple, m'ont été bénéfiques. La troisième m'a permis de changer plein de choses chez moi. Et du coup, moi, je le considère comme... je suis content qu'ils m'ont traité comme ça, qu'ils m'ont fait voir certaines choses, parce que j'en avais besoin. Après, chez vous, c'est beaucoup plus poussé. Et, C'était gratuit surtout. ouais, c'était... Bon, après, oui, c'est bien sûr. Pour des raisons contraires de ça. Et je suis plus d'accord, encore une fois, avec le fait qu'on... Oui, certes, on le quantifie pas, on le justifie pas, tout ça, mais je pense quand même que quelqu'un si ça avait été quelqu'un à ma place de plus robuste ou de moins sensible, bah, je pense qu'il n'aurait pas appelé ça du harcèlement, tu vois. Parce que déjà, avec lui, vu qu'il n'aurait pas réagi, bah, il n'y aurait pas eu cette escalade de on va jusqu'à le faire pleurer à chaque fois. Mais il y aurait plus eu de bon, vas-y, réagis pas, lâche-le celui-là, on passe à quelqu'un d'autre. Bah moi, j'ai deux questions pour vous tous. Au bout de combien de temps vous avez compris que vous subissez du harcèlement? Au tard, après, bien après. Voilà. 22 ans. Et est-ce que vous avez, 21 ans. hésité de venir ici? Tu me pièges là. Tu me pièges là. J'avais énormément. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je suis assez légitime pour pouvoir parler de harcèlement? Bien sûr. Voilà. Évidemment, Ouais, bien sûr, ouais. Évidemment. Bien sûr. Ouais. J'ai enfin pu rencontrer des personnes qui étaient comme moi, parce que je n'avais jamais vu d'autres personnes harcelées en même temps que moi dans les établissements où j'étais. J'avais l'impression d'être tout seul. Et là, ça fait du bien d'être enfin reconnu comme étant vraiment victime dans le bon sens du terme et harcelé. Vous avez un peu tué mes préjugés vis-à-vis des victimes et des harceleurs. J'ai reçu des excuses ou je me suis excusé. J'ai aussi des excuses. C'est pas, on m'a appelé un matin et on m'a dit ouais, d'ailleurs, je t'ai harcelé quand t'étais gosse. Je tiens à m'excuser. Ça a plus été le destin qui m'a amené à recroiser ces gens-là dans le cadre de mes études. Je prends l'exemple tout bête d'un mec qui était avec moi en Espagne jusqu'à récemment, qui a fini là. Et il m'a jamais harcelé. Jamais. Et il y en avait deux d'ailleurs qui étaient là. Un qui ne m'a jamais harcelé et un à qui j'en ai voulu pendant longtemps. Jusqu'à il y a 2 ans, j'en ai voulu. Et le premier qui ne m'a jamais harcelé était copain avec ces gens-là. Et au final, à force de discussion, c'est devenu un très très bon copain à moi, jusqu'à un jour où on en a parlé. Et il m'a dit, mais tous ces gens qui t'ont fait chier depuis que t'es gosse, moi je les déteste depuis que je suis gosse. Je suis copain avec eux parce qu'on est dans les mêmes classes, qu'on n'avait pas le choix, que c'était comme ça. Mais la plupart, je les déteste encore aujourd'hui. Eux, leur père, qui tu veux, je les aime pas, tu vois. Et le deuxième, à qui j'en ai voulu, du coup, et je lui ai dit, écoute, ce que t'as fait, c'est horrible. Il m'a regardé et quand je lui ai rappelé l'histoire, du coup, de ce président pain au chocolat, il m'a regardé et il a rigolé. Parce que pour lui, c'était un souvenir drôle. Et à ce moment-là, j'ai compris définitivement qu'en fait, eux, ce qu'ils faisaient, ils le voyaient pas comme du mal. Ils le voyaient comme de la bonne charriade, on rigolait, c'était marrant.
Sauf que moi, ça me faisait pas rire du tout. À force de lui expliquer à quel point moi, ça m'a détruit, il y a qu'au bout peut-être de 2 heures de discussion qui m'a regardé et qui m'a dit « Ok, je suis désolé, genre. Je suis vraiment pardon, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû le faire d'une autre manière. » Mais quand il s'est excusé, ça a même pas été une libération pour moi. Parce que je me suis rendu compte à quel point il était bête et à quel point il pouvait vraiment, genre, ne pas se rendre compte. Depuis que t'es petit, t'es bête et t'as pas grandi, t'es toujours bête, tu vois. Et c'est ça qui m'a le plus frustré quand il s'est excusé. Et il y en a, j'attends même pas d'excuses, genre. Il y en a, je m'en fous, genre, qui s'excusent jamais de leur vie, ils paieront un jour. Le karma, moi, j'y crois comme personne. Je m'attendais pas du tout à me retrouver dans un échange comme celui-ci, où au final, même l'oppresseur a eu cette position d'oppressé, et ça m'a apporté les réponses que j'attendais. De me dire qu'en vrai, ma douleur à moi, elle n'était pas forcément unique, et qu'il n'y avait pas que moi qui l'ai vécu, et que même il y a eu pire que ça, et que au final, on se relève tous et on ressort tous grandis de tout ça. Moi, j'ai eu 2-3 ans après, en fait, donc après avoir fini ma scolarité, quand j'ai commencé à créer la sauce, que ça s'est su, j'ai eu 2-3 jeunes de différentes époques qui m'avaient harcelé et qui, en fait, c'est là où je me pose la question, est-ce que c'est du déni, est-ce que c'est de la provoque, je sais pas, mais qui m'ont écrit, mais si je savais que tu étais harcelé, je t'aurais aidé. Voilà. Sur des messages auxquels je n'ai pas répondu, mais je sais pas, en fait, je sais pas expliquer. Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est de la provoque? Non, provoque, je pense pas. Je pense pas non plus. Ça part d'une. Ou est-ce que c'est la bonne conscience? Ou est-ce que c'est la bonne conscience? Ouais. Je pense que c'est de la bonne conscience. C'est de la plus pour fausse se bonne libérer, conscience en vrai. Je trouve que cet échange était assez intéressant parce qu'en fait, on a des points de vue complètement différents. Le point de vue de Vincent est d'autant plus intéressant parce qu'il est passé aussi de l'autre côté de la ligne, si je puis dire. Donc, cet échange, il confirme plusieurs choses. D'abord, il y a la question de l'après, parce qu'on n'a tous pas du tout le même regard sur cet après-harcèlement scolaire. Et on voit bien qu'il y a différents stades, notamment la question de la vengeance, hein, de se venger et après, d'ailleurs, au stade d'après, d'en faire une force. Donc, je crois que ça confirme, en tout cas, moi, le combat que je mène sur cette question de comment est-ce qu'on prend en charge les victimes sur l'après. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a tous, je crois, communément convenu que les harceleurs, en tout cas, dans la plupart des cas, ils souffraient autant qu'ils font de mal. Et je crois que ça, c'est vraiment un constat partagé par tous, y compris de la part de Vincent, en fait, où on a pu un petit peu aborder son cas spécifique et sa situation à l'époque quand il était auteur de faits de harcèlement. Donc, non, je crois que c'est vraiment intéressant et malgré tous les points de vue divergents sur plein de sujets, il y a quand même des points de raccordement multiples. Je voulais le faire. D'ailleurs, si tu vois ça, je m'excuse. Enfin, je te présente mes excuses. Je te demande pardon. Mais, enfin, je l'ai pas retrouvé. Du coup, c'est une forme de pas vers lui, quoi. Sur certaines questions, je me sentais pas forcément autant légitime que certaines personnes. Après, je trouve que c'est important de mettre les choses en contexte parce que il y a plusieurs types d'harcèlement et les expériences diffèrent et les apprentissages diffèrent aussi. Du coup, la mise en contexte est pour moi primordiale dans ce genre d'émission. Moi, on m'a pas demandé pardon et je pense pas que les personnes... Si jamais elles ont conscience qu'elles m'ont fait du mal, me demandent pardon un jour, parce qu'il y a des faits, c'est des délits. Hein. Enfin, clairement, les garçons qui m'isolaient pour essayer de me toucher ou qui m'agressent sexuellement en cours, je pense pas que... Je pense qu'ils auront honte. Hein. Et à mon avis, je pense qu'il y en a qui ont dû oublier même. Hein. J'ai beaucoup aimé, surtout entendre finalement des garçons parler de sentiments, d'émotions. Je trouve ça super et tout. Donc non, j'ai beaucoup aimé et entendre diverses expériences, c'était très très bien. Et les filles, je pense qu'elles... Je sais pas ce qu'elles pensent, hein, ce qu'elles ressentent, mais elles étaient persuadées d'être dans leur bon droit. J'étais une vieille meuf pour elles et je méritais d'être traitée comme ça. Et les garçons, c'est pareil. J'étais, à leurs yeux, grosse et bonne, donc je méritais d'être touchée, c'est tout, c'est comme ça. Donc, Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce format, même cette nouvelle configuration qu'on vous a proposée aujourd'hui, ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, c'est super important pour nous, pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse vous proposer toujours des formats plus innovants. D'ici là, portez-vous bien, salut!